petit village blanc. Un petit village unique au monde. Je dis que c'est un village unique au monde parce que c'est le mien. On sait qu'il y a d'autres villages alentours, on le sait par les marchands de passage, par les colporteurs d'histoires et d'anecdotes. On le sait aussi par les belles qu'on va chercher ailleurs. Non, mais chez nous aussi, les filles sont jolies. Mais ce sont nos sœurs ou nos cousines. Donc on sait qu'il y a d'autres villages alentours, mais on se complaît à dire que notre village est solitaire. C'est le village des solitaires. Seul au monde, isolé du monde, coupé du monde, le plus malheureux au monde. Je me suis souvent demandé pourquoi nous étions tous convaincus à ce point que notre village était le plus malheureux au monde. Et je me dis que peut-être est-ce une manière de conjurer le mauvais sort que de dire qu'il est déjà sur nous, qui nous entoure, qui nous enserre, qui nous étouffe. Peut-être. Dans ce village, il y a une mosquée, il y a un cimetière, il y a des aires de battage pour battre et vanner le blé, il y a des vergers, il y a une montagne et un fleuve. Le fleuve, on l'appelle le fleuve au prénom de femme. Et si on l'appelle comme ça, c'est parce que, en été, lorsqu'il traverse le village, il laisse derrière lui une traînée, une cicatrice béante à jamais. Et en hiver, pendant les crues, il creuse le sol jusqu'à en faire jaillir de la tourbe et du fer. Il est dur, il est intraitable. Et chez moi, on dit que le prénom d'une femme, parfois, peut creuser le cœur d'un homme et y laisser une plaie sanglante, à jamais. Voilà pourquoi le fleuve au prénom de femme. De part et d'autre de ce fleuve, ce sont les mêmes maisons, les mêmes noms de famille. Ce sont des frères, des sœurs, des cousins, des cousines que le fleuve a séparés et a nommés autrement. Du côté du haut, ce sont ceux qui affrontent la montagne et ses tremblements, les étés brûlants, les hivers rudes. On les appelle ceux qui portent, parce qu'ils portent le destin de cette terre, ceux qui portent. Sur l'autre rive, ce sont ceux que cette terre ne retient pas. Ce sont ceux qui partent, ceux qui portent, ceux qui partent. Je n'ai pas besoin de vous dire sur quelle rive je suis né. Alors dans ce village, il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a des vaches, des mulets, des ânes et des chiens. Et quand je dis des chiens, je dis bien parce que dans cette terre, il n'y a pas de différence faite entre les chiens, il y a les chiens. Toutes les races de chiens. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de chiens. C'est parce que Zitoun était un chien. Le mien. Enfin, quand je dis le mien, c'était le chien de la famille, mais pour moi, c'était le mien, puisqu'il obéit à ma voix et à mes gestes. Il s'appelait Zitoun. Et Zitoun, ça veut dire olive. Mais il n'avait rien d'une olive. Il n'était pas noir, il n'était pas vert, il était brun ocre. Il avait le pelage soyeux, la tête fine et bien dessinée, et les oreilles toujours baissées. Pas parce qu'il était doux, il était gentil, il était délicat et intelligent. Rien à voir avec un chien commun, juste bon à courir après les troupeaux et à aboyer lorsqu'un étranger est de passage. Rien à voir, par exemple, avec ce sale clébard de mon cousin Issa, à qui on a taillé les oreilles en pointe. Non, pas mon cousin, le chien. Parce que chez moi, on dit que pour rendre un chien méchant, vraiment méchant, il faut lui tailler les oreilles en pointe. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, ça a réussi, il est devenu méchant. Encore plus méchant que d'habitude et plus bête aussi. Bête chien, va. Alors que le mien, il était doux, délicat, gentil. Et surtout, mon chien, il savait écouter. Quand ma mère m'ennuyait, parce qu'elle savait être ennuyante, ben oui, parce que quand moi je lui pose toujours ma grande question, elle me répond toujours « Mais papa est en voyage. » Et moi je sais bien qu'il y a autre chose là-dessous. J'ai 5 ans, mais je ne suis pas bête. Je sais que ce n'est pas vrai. Donc elle m'ennuie. Alors quand elle m'ennuie, moi je vais me réfugier auprès de mon chien et je lui parle. Et je lui demande son avis. Non mais j'ai 5 ans, je sais, je suis pas bête, je sais que les chiens ça ne parle pas, mais mon chien, lui, il me répond. Quand je lui raconte tout ce qu'il fait, chaque fois, c'est s'éloigner, aller s'installer sur le petit chemin qui serpente le long du fleuve. Il se retourne vers moi et il aboie 2 fois. Assez fort pour que je l'entende, mais pas trop bruyamment non plus, pour ne pas attirer les adultes, entendez ma mère. Et moi, c'est le signal que j'attends. Parce qu'il faut que je vous dise, dès que j'ouvre les yeux, moi, la seule chose qui m'importe, c'est de passer de l'autre côté de la colline.
Parce que de l'autre côté de la colline, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Alors je vais rejoindre mon chien. Seulement voilà, pour passer de l'autre côté de la colline, il faut aussi passer devant le vieux Simbark. Et le vieux Simbark, c'est un vieil homme, je vous le décris, il est grand, long, mince, maigre, très maigre, avec une longue barbe blanche, un long turban blanc et une longue robe blanche, toujours immaculée. Et nous, les enfants du village, on se demandait toujours comment il faisait pour que sa robe soit toujours d'un blanc immaculé, alors que c'était de notoriété publique, il adorait les plats en sauce. C'était un vrai mystère d'enfant. Eh bien, Simbark, tous les matins, il est au même endroit, au bord du chemin, et il nous regarde passer, mon chien et moi, mais surtout mon chien d'ailleurs, il lui fait... Mais moi, j'ai 5 ans, je suis petit, mais je me raidis. Parce que petit je le suis, mais teigneux je peux l'être aussi. Et je sais très bien où ça ferait mal, je prendrais de grandes mottes de terre rouge et j'y foutrais sur la robe blanche. Je ne fais rien de tout ça, mais je le pense très très fort. Mais mon chien, je vous ai dit, mon chien, c'est pas n'importe quel chien. Mon chien, il regarde longuement le vieillard, et puis il se tourne vers moi, et il fait juste... Et ça veut dire, il est vraiment gaga le vieux, il croit vraiment que je vais m'approcher de lui. Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Alors moi, je suis rassuré. Je marche, je trottine près de mon chien, mais en marche arrière, le regard toujours posé sur le vieux. Qu'est-ce que tu crois? C'est un chien juste bon à courir après les troupeaux et à aboyer lorsqu'un étranger de passage. On ne lui a pas taillé les oreilles en pointe, lui, hein. Et tout ça, je le pense, hein, je ne le dis pas. Et le vieux, lui, il reste là à grommeler quelque chose comme « Oui, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne respecte plus rien, et même que leurs chiens ne respectent plus rien, et on ne sait pas si ce sont les chiens qui apprennent des enfants ou les enfants qui apprennent des chiens. » Et il continue à grommeler, mais nous, mon chien et moi, on s'en fiche. On continue notre route, sans nous concerter. Juste au moment où on arrive près de la colline, mon chien et moi, nous nous retournons ensemble, et nous faisons face au vieux, fièrement, pour bien lui montrer que nous n'étions pas dupes, que nous savions très bien ce qu'il voulait faire. Il voulait nous emmener, puis nous égorger, et nous enterrer au fond, tout au fond du fleuve. Ensuite, moi, je ne suis pas très rassuré, hein, parce que les adultes, c'est dangereux. Je continue à marcher avec mon chien, et on arrive près de la colline. Et moi, je sais que de l'autre côté de la colline, il y a l'autre côté du monde. Et l'autre côté du monde, c'est la terre de la grand-mère. La terre des baisers et des sourires. Si, les grand-mères, elles ont une terre rien qu'à elles. C'est la terre des tendresses infinies, des genoux puissants, et puis des cuisses faites rien que pour que la tête des petits vienne se poser dessus. Et dans la terre des grand-mères, il y a les mains des grand-mères. C'est raviné, fatigué, maltraité par le travail de la terre, mais c'est encore plus doux que le miel sur votre visage, même quand ça vous écorche. Dans la terre des grand-mères, il y a la poitrine des grand-mères. C'est souvent fatigué, une poitrine de grand-mère, mais c'est tellement doux pour venir frotter sa joue dessus. Mais ce qu'il y a de plus important dans la terre des grand-mères, c'est les yeux des grand-mères. C'est important, les yeux d'une grand-mère, parce que dans les yeux d'une grand-mère, il y a l'avenir des petits. Et moi, je passe de l'autre côté de la colline et je la vois, ma grand-mère. Elle est magnifique, dressée, juste devant la maison, qui est toute blanche. À 15 pas de la mosquée, qui est toute blanche aussi, mais qui est beaucoup plus grande, parce que ma grand-mère a dit que la mosquée, c'est la maison de tous, il faut qu'elle soit bien grande pour que tout le monde puisse la voir de loin. Et même que ma grand-mère m'a raconté que tous les gens qui sont partis d'ici, la nuit, dans leurs rêves, ils reviennent dans cette terre. Alors les mosquées doivent être hautes pour les guider dans leurs rêves. Et quand elle dit ça, moi je sais qu'elle parle de mon père. Et je la crois, ma grand-mère. Grâce à la mosquée, mon père reviendra. Je vois ma grand-mère et j'accélère le pas. Et mon chien, lui, continue à trottiner doucement. Il se tourne vers moi et il me fait... Et ça veut dire, ce n'est pas la peine de courir, tu vas tomber, tu vas t'écorcher les genoux. Et ce soir, lorsque nous passerons de l'autre côté du monde, il y a l'autre hystérique, ta mère, qui va se mettre à meuter les voisines et à maudire le chien, c'est-à-dire moi, alors doucement. Et moi, j'obéis à mon chien, alors je vais doucement. En réalité, je vais doucement parce que dès qu'on passe la colline sur la droite, il y a la maison de Shlomo le Juif. Et Shlomo le Juif, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon oncle, le deuxième. Oui, parce que j'en ai 5 des oncles. Et même que ma grand-mère, elle l'appelle mon fils, à Shlomo le Juif. Et qu'à cette heure où je passe devant sa maison, il est au champ avec son sosie, mon oncle.
Et tous les deux, avec d'autres hommes, ils sont en train de construire de grandes maisons en paille, immenses, presque aussi grandes que la mosquée. Mais la mosquée, ma grand-mère a dit que c'était pour les rêveurs perdus dans l'immensité de l'océan. Moi, je la crois, ma grand-mère. Je ralentis le pas parce que Shlomo, on dit qu'il veut cacher sa femme. Mais sa femme, moi, je l'ai vue. Chez ma grand-mère. Elle est belle. Et on dit que Shlomo, il veut cacher sa fille. Et moi, sa fille, je la vois tous les matins, chaque fois que je passe. Elle est sur la terrasse. Et elle fait semblant de ne pas me regarder. Mais moi, je vois bien qu'elle me regarde. J'ai 5 ans, mais je sais quand une femme me regarde. Et quand je passe, elle se met à chanter. Mais elle chante dans une langue que je ne comprends pas. Alors j'en ai parlé à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle m'a dit que oui, c'est une langue à eux. Bon. Alors je lui ai demandé plus, et ma grand-mère, elle m'a dit que quand elle était petite, il y avait beaucoup de juifs dans le village, qu'elle avait une amie juive, et que de temps en temps, très souvent d'ailleurs, elle allait dormir chez cette amie juive, et que chez eux, c'est comme chez nous, qu'ils mangent comme nous, et que même ils parlent comme nous, qu'ils parlent le berbère, sauf quand ils chantent. Quand ils chantent, alors ils chantent dans l'autre langue, la langue à eux, comme dit ma grand-mère. Aujourd'hui encore, j'ai le souvenir de cette chanson. Ça faisait Shlomo, Sholom, Shalom. Quand j'arrive auprès de ma grand-mère, elle se penche vers moi et moi tout de suite à son oreille, je dis Shalom. Et elle sourit de ses dents blanches et brillantes. Ensuite, elle me prend la main. Nous tournons le dos à la colline et nous nous dirigeons vers la porte qui donne accès à la cour intérieure de la maison, la cour en terre battue. Et c'est toujours au moment où nous allons franchir le seuil que ma grand-mère me lâche la main, qu'elle se retourne vers mon chien, elle s'approche de lui, elle se penche vers lui et lui dit quelque chose à l'oreille et mon chien, toujours, il fait. Et puis il s'éloigne, il s'installe sous l'amandier en fleurs et il dort. Qu'est-ce que tu lui as dit, grand-mère? Ben, tu vois bien, je lui ai parlé. Oui, mais qu'est-ce que tu lui as dit? En réalité, mon fils, je ne lui ai pas dit grand-chose. Ce que je fais, c'est lui apprendre la langue des hommes. Un chien, ça peut apprendre la langue des hommes, grand-mère? Tu verras, mon fils. Avant que tu ne sois grand, il parlera. Et puis elle me laisse là, elle entre dans la maison, et moi je reste là, à réfléchir. J'ai une immense admiration pour mon chien, mais quand même un chien parlait la langue des hommes. Alors je réfléchis longtemps, et puis je me dis que oui, que c'est tout à fait possible. Parce que d'abord, mon chien, c'est pas n'importe quel chien, c'est pas un chien juste bon à garder les troupeaux et à aboyer lorsque les étrangers sont de passage, et que mon chien, il est doux, il est délicat, il est intelligent, mais surtout, je me dis, dans la terre des grands-mères, les grands-mères, elles disent toujours la vérité. Et ici, ma grand-mère, elle dit toujours la vérité. C'est pas comme quand elle passe de l'autre côté de la colline, de l'autre côté du monde, pour aller rendre visite à ma mère, sa fille. Parce que quand elle arrive là, et qu'elle voit la voisine Yamina, celle qui s'occupe de tout et de rien, et surtout de ce qui ne la regarde pas, eh bien ma grand-mère, elle fait comme ça. Yamina, je suis très contente de te voir. Et moi je regarde ma grand-mère et je vois bien que c'est pas vrai. Alors je la fixe, puis elle me fixe aussi et elle me fait. Et ça veut dire, tu as raison, je mens, mais ici, de ce côté-ci du monde, ça se fait. Alors moi, je suis rassuré. Mon chien, certainement, va finir par parler la langue des hommes. Et je la rejoins dans la cour intérieure. Alors elle m'accueille, elle me prend dans ses bras, elle m'embrasse, et puis elle me dépose sur l'escalier qui mène à sa chambre, où c'est que personne ne peut aller, sauf moi, parce que moi, elle l'a dit, elle l'a répété, je suis son préféré. Et tant pis pour tous ceux qui jalousent, mes cousins, mes cousines, qu'ils crèvent de jalousie, moi je m'en fiche. Ma grand-mère, elle prend un pain que lui tend une femme, parce qu'il y a toujours une femme autour de ma grand-mère pour faire ce que ma grand-mère ne fait pas. Et c'est normal d'ailleurs, parce que ma grand-mère, elle fait toujours tout, elle a toujours fait pour les enfants, il y a toujours eu des enfants, elle a toujours été grand-mère, alors comment est-ce qu'elle pourrait continuer à faire son travail de grand-mère si elle devait s'occuper de tout, hein, s'occuper de mon chien, m'accueillir. Donc elle prend le pain, il est encore brûlant, il vient de sortir du four, avec ses doigts elle fait des trous dans le pain, il y a de la fumée qui s'en échappe. Elle prend de l'huile d'olive, elle verse de l'huile d'olive, et puis elle saupoudre de sucre fin, et elle prend des morceaux et elle me donne à manger. Ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le pain chaud, ce n'est pas l'huile d'olive odorante à vous empêter les narines, non.
Ce qui est délicieux dans ma bouche, c'est le goût des doigts de ma grand-mère. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Alors après ça, évidemment, moi, pour lui faire plaisir, je la suis partout, pendant toute la journée. Je la suis jusque dans le tombeau de l'absent. Alors le tombeau de l'absent, c'est une tombe qui est creusée à même la roche, juste sous la mosquée. C'est une espèce de terrier. Au fond du terrier, il y a une motte de terre recouverte d'un tissu vert. C'est la couleur du prophète, mon fils. Et il faut se traîner pour arriver jusqu'à la tombe. J'ai demandé à ma grand-mère, « Grand-mère, c'est quoi ?» Mon fils, c'est le tombeau de l'absent. « Oui, mais c'est quoi ?» C'est une tombe où il y a un absent. « Oui, mais l'absent, c'est qui ?»« Ah. Eh bien, mon fils, l'absent, c'est quelqu'un qui a quitté cette terre, qui tarde à revenir. Alors, on lui fait croire qu'il est mort, comme ça il revient vite. » Et moi, je comprends que ma grand-mère parle de mon père. Et je la crois, je suis sûr qu'il va revenir. Il faut se traîner dans ce terrier, et ça sent la terre humide et le rat crevé, et moi j'ai toujours envie de vomir. Là, je fais semblant de rien, parce que ma grand-mère, quand elle entre là-dedans, elle est apaisée. Elle s'installe, dos à la tombe, et par la trouée de lumière, elle regarde et elle voit le village. Tu vois, mon fils? Tu vois? C'est le village. Ben oui, je vois bien, grand-mère. Regarde. Tu sais que je les entends tous? Ben, qui ça, grand-mère? Ben, ceux qui ont été là avant moi, ceux qui viendront après moi, ceux qui sont partis de cette terre pour ne plus jamais revenir, et ceux qui sont partis pour peut-être revenir un jour. Et, grand-mère, ceux qui sont partis en voyage, tu les entends respirer? Oui, mon fils, je les entends respirer. Surtout ceux-là, d'ailleurs. Et pendant qu'elle se tait, moi, je pense à mon père. Et je me dis, peut-être que je vais finir par l'entendre respirer aussi. Alors j'essaye de toutes mes forces. J'essaye, je n'entends rien. Et puis à un moment donné, oui. Grand-mère, grand-mère, c'est comme quand le vent souffle. Ah oui, c'est exactement ça, mon fils. C'est exactement ça. Tu les as entendus. Et moi, je suis content d'avoir entendu respirer mon père au loin. Et puis je ne dis plus rien. Quelques heures se passent, ma grand-mère se lève, je la suis. Et au moment où nous sortons du tombeau de l'absent, c'est le moment que choisit mon chien pour se lever. Il s'approche de ma grand-mère, elle lui glisse quelque chose à l'oreille, et puis elle le quitte très très vite et elle fixe le soleil pendant très très longtemps. Qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Tu vois bien, mon fils. Je regarde le soleil. Mais pourquoi est-ce que tu regardes le soleil, grand-mère? Je regarde le soleil parce que je lui parle. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Eh bien, mon fils, je lui demande de te suivre. Puis elle se penche vers moi. Allez, va. Maintenant, tu dois rentrer, tu dois passer de l'autre côté du monde. Quelqu'un t'attend. Mais surtout, ne te retourne pas. Il ne faut jamais se retourner sur ce qu'on laisse derrière soi. Allez, va. Et moi, j'obéis à ma grand-mère. Et mon chien aussi, parce que c'est ce qu'elle lui a dit, de ne pas se retourner. Nous passons de l'autre côté de la colline, mais quand nous sommes de l'autre côté de la colline, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je me retourne pour voir ma grand-mère, mais évidemment, je ne la vois pas. Pourtant, je suis sûr qu'elle, elle sait exactement où je suis. Alors, je cherche autour de moi, je regarde à gauche, à droite, devant. Je regarde le soleil. Je regarde nos ombres, mon chien et moi. Ils s'étalent, ils s'étendent, passent de l'autre côté du fleuve, vers la colline, de l'autre côté. J'ai compris. C'est le soleil qui lui dit où je suis. Découverte de l'enfant de 5 ans. C'est depuis ce moment-là que j'ai appris que les grands-mères, leur meilleur ami, c'est le soleil, parce qu'il leur dit où sont leurs petits. Le temps a passé sur cette terre. Pendant longtemps, le petit garçon et le chien ont marché, ils sont passés de l'autre côté de la colline et puis ils en sont revenus lorsque le soir tombe. Et puis un jour, tout ça a cessé pour le petit garçon. Le chien, le vieillard à la longue barbe blanche, la petite fille juive, la grand-mère. Un autocar gris, puis un bateau sans nom l'ont emporté de l'autre côté de la mer. Et le chien est resté seul. Et on raconte que pendant 1 an, tous les jours, le chien est passé de l'autre côté de la colline pour en revenir lorsque le soir tombe. Pendant 1 an. Tous les jours. Dans la terre lointaine, la mère a pris son petit garçon sur les genoux, elle lui a donné une tranche de pain, imbibée d'huile d'olive et saupoudrée de sucre fin. L'enfant mange et il écoute, et la mère raconte.
mon fils, c'est l'histoire d'un chien, le plus beau de tous les chiens. » Et l'enfant écoute, et il pleure, il ne sait pas pourquoi, des larmes qui irriguent des souvenirs qui arrivent par milliers. Mon fils, c'est un chien qui chaque matin passe de l'autre côté du monde et en revient lorsque le soir tombe. Un jour, une vieille femme, une grand-mère certainement, a vu que le pas du chien était chancelant. Oui, parce que les grand-mères savoient tout. Alors elle l'a suivi à distance raisonnable, et le chien est passé de l'autre côté de la colline. Et lorsqu'il est arrivé à mi-chemin, il s'est laissé tomber, la vieille femme a couru, elle a accompagné la chute du chien jusqu'au sol. Le chien a laissé tomber sa tête, il a humé la terre une dernière fois, et il a regardé la petite maison de terre séchée, la petite maison du petit garçon. Et puis il a fermé les yeux, et il est mort. Et la grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, mon fils, la grand-mère, de ses mains, elle a creusé un trou profond pour que jamais personne ne puisse déterrer ce chien. Oui, mais comment elle a fait, la grand-mère? Elle a mis le chien dans un grand drap blanc, elle l'a enterré, elle l'a recouvert de terre et elle a dit qu'Allah prenne soin de ce chien. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait après, la grand-mère? Eh bien, mon fils, la grand-mère, après, depuis ce jour, elle a fait ce que faisait le chien. Chaque matin, elle est passée de l'autre côté du monde et elle en est revenue lorsque le soir tombe. C'est exactement comme ça que mon chien Zitoun le magnifique est mort. Entre le haut et le bas, entre le ici et l'ailleurs, entre le présent et l'absent, entre ma grand-mère et moi. Et c'est exactement à mi-chemin qu'elle l'a porté en terre. Longtemps après, à ce qu'on m'a dit, parce que je n'y étais pas, ma grand-mère s'en est allée aussi. Et sur son lit de mort, elle a appelé son plus jeune fils, Mimoun. Et elle lui a dit d'aller à la fenêtre pour accueillir un petit garçon et son chien qui venaient lui rendre pour la dernière fois visite de son côté du monde, dans la terre de la grand-mère. Je ne vous ai pas dit. À l'endroit où ma grand-mère a enterré mon chien, elle a planté un olivier. Chaque fois que je suis retourné dans cette terre, c'est la première chose que j'ai faite, m'asseoir sous l'arbre. Et croyez-moi si vous le voulez, mais chaque fois que le vent chante dans ses branches, c'est la voix de Zitoun que j'entends. Ma grand-mère avait raison. Mon chien, il parle. Et les olives, elles ne sont pas noires, elles ne sont pas vertes, elles sont brunes, ocre, et elles ont le goût de l'enfance. En fouillant de vieux papiers, comme on peut le faire parfois sans vraiment savoir pourquoi, je suis tombé sur une photo jaunie, vieillie par le temps, fatigué d'avoir séjourné longtemps dans un portefeuille entre un permis de travail et un permis de séjour. C'est un vieil homme, petit, maigre, chétif, fermé sur lui-même. Il a le regard sur l'objectif, mais moi je vois bien qu'il ne regarde rien, qu'il ne regarde personne. Il est posé, c'est le cas de le dire, devant une toile peinte représentant le champ de Mars avec la tour Eiffel au loin. C'est mon grand-père. Et il n'a jamais mis les pieds à Paris. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est l'attitude d'éternelle attente, si c'est le visage sans regard, si c'est la djellaba, je ne sais pas ce que c'est, mais tout de suite m'est revenu un souvenir vivace. Le vieil autocar gris. Vous savez, de ces vieux autocars qui, pendant des années et des années, sillonnent les routes de la vieille Europe et puis s'en vont mourir sur les routes poussiéreuses du Sud. Ça sent le vieux tissu fatigué. Dans l'autocar, il y a une femme, un petit garçon et un homme, et au dehors, un vieillard. La femme est assise, le petit garçon est debout, et l'homme, lui, c'est un homme de passage. Il fait le trajet entre l'extérieur et l'intérieur, entre le dedans et le dehors. Le vieil homme est dans une posture comme de prière. La femme, elle ne dit rien, c'est ma mère. Comment dire? Elle est comme une statue de sel pétrifiée par cette image qu'elle regarde, son père.
et qu'elle n'aurait pas dû observer. Le petit garçon, moi, est nerveux, sa main passe du dossier du siège à l'épaule de sa mère. À sa manière, il parle, il dit, mais personne ne l'écoute. Mon père, lui, il n'a pas le temps de parler, il circule entre le dedans et le dehors, il s'occupe des bagages, il s'occupe des papiers, il s'occupe de parler aux uns et aux autres, il s'occupe. Mon grand-père, lui, ne dit rien. Il regarde le sol. Il ne veut rien voir, rien regarder. Comment regarder vraiment ceux qui partent? Vous avez déjà observé ceux qui restent sur les quais? Mais ma mère, elle attend un signe, un sourire, un mot de son père, quelque chose, mais rien ne vient. Le moteur vrombit, ronronne par saccades. Le chauffeur démarre. Il allume la radio et on entend une chanson de Farid al-Atrash, un grand chanteur, le plus grand chanteur probablement du monde arabe, chanteur égyptien. Et c'est une chanson de circonstance. Elle raconte la langueur d'un homme éloigné des rives du Nil. Et ça faisait... C'est une chanson déchirante. L'image de mon grand-père fermé sur lui-même, c'est une image qui ne me quitte jamais. Je peux même dire que c'est une image fondatrice de ma vie d'homme. Et quand la silhouette tant aimée de ce grand-père a disparu, derrière les feuillages des eucalyptus géants à l'entrée du village, moi j'ai continué à regarder longtemps. Et je me souviens très précisément du désir de l'enfant de 5 ans. J'ai fermé les yeux et j'ai voulu revenir à l'endroit même du départ et à l'heure du départ. Et dans mon désir, dans mon rêve, les yeux fermés, je voyais mon grand-père relever la tête, me regarder et me sourire. Alors je me suis retourné. Rien. J'ai refermé les yeux et cette fois-ci, dans mon rêve, dans mon désir, je vois mon grand-père relever les pans de sa djellaba et se mettre à courir pour me faire un signe, me dire au revoir. Je me retourne. Rien. Et j'ai continué longtemps à fermer et à ouvrir les yeux. La main de mon père, posée sur ma joue, comme à son habitude, m'a sorti de mon rêve, de mon désir. Il est là devant moi, debout, et il me tend quelque chose comme un cadeau. Moi, je prends, et puis lui, très très vite, il se détourne de moi, il va s'installer près du chauffeur, et il entame une conversation comme pour bien me dire qu'il n'a rien d'autre à me dire. Moi, je regarde, c'est une photo. Une photo de moi, qu'on avait prise 6 mois auparavant, et que nous lui avons envoyée en immigration, dans sa longue solitude. Et c'est la photo d'un petit garçon triste dans un costume trop large. Un petit garçon tellement triste. Je n'ai pas compris pourquoi mon père m'a donné cette photo, mais je l'ai prise, je l'ai glissée dans ma poche. Et puis je me suis enfoui au fond du siège et j'ai regardé la nuque de ma mère. Je n'avais pas besoin de regarder son visage pour savoir qu'elle pleurait. Comme pour se faire pardonner quelque chose, mais quoi? Je ne le savais pas. Longtemps plus tard, au détour de conversation entre mon père et ma mère, j'ai compris que mon grand-père avait refusé de voir partir sa fille. Il lui avait ordonné de rester au pays et de quitter son mari. Tu restes ici. Ici, c'est ta terre. Tu es né ici. Tu mourras ici. Ici sont tes frères, ta mère, tes sœurs. Il veut partir, eh bien qu'il s'en aille. Il veut emmener son fils, qu'il l'emmène. Je n'en ai jamais voulu à mon grand-père. Jamais. Tout le contraire. Pendant des années et des années, je n'ai eu que tendresse infinie pour cet homme qui est allé jusqu'à exiger l'extrême pour garder sa fille auprès de lui. Et aujourd'hui, dans cette terre où je vis depuis plus de 40 ans maintenant, il m'arrive souvent de croiser des hommes, des silhouettes toutes pareilles à celles de mon grand-père. Des hommes venus de ma terre d'origine, fatigués par le travail, éreintés. Je les regarde et je me dis, ce sont de vieux chevaux fourbus. Je les vois aux arrêts de bus. Ils sont dans une attitude d'éternelle attente, le regard au sol. Et chaque fois, je ne peux m'empêcher de penser, mais qu'attendent-ils? Qui attendent-ils? Qui ou que ne veulent-ils pas voir partir? Je vous ai parlé d'un autocar gris et aussi un bateau sans nom, l'exil. Et si je vous parle d'un bateau sans nom,
c'est parce qu'à l'époque, je ne savais pas lire lorsque je l'ai pris pour la première fois. Enfin, lorsque je dis je l'ai pris par la première fois, je devrais dire lorsqu'il m'a pris pour la première fois, tant le souvenir est vivace en moi d'avoir été porté, ballotté, déposé avec soin, il est vrai, mais déposé. Et je me souviens très bien que le seul lien avec le monde autour de moi, c'était mon regard posé sur mon père à la recherche d'un geste, d'un sourire, d'un mot, mais rien ne venait. Occupé. Nous avons fait la traversée de la Méditerranée de nuit. Je n'ai pas vu la grande bleue, comme vous dites. Nous l'appelons la mer blanche du milieu. Je n'ai rien vu. Mais au petit matin, nous sommes arrivés à Malaga. Et mon père a tenu, aujourd'hui encore je ne sais pas pourquoi, a tenu absolument à me faire visiter le marché couvert de Malaga. Ma première découverte de l'Occident, l'antre de la consommation. Des étals, mais partout, des fruits, des légumes, et puis des viandes, et puis trop de tout. Moi qui venais d'un pays du trop peu, là c'était trop. J'en avais la nausée, mais mon père a tenu absolument à ce que je mange ma première banane, premier vomissement. La traversée de l'Espagne, je ne m'en souviens pas, de la France pas plus, mais je me souviens très précisément de l'arrivée à Bruxelles, la gare du Midi et la tour de Babel, comme disait mon père. Et puis le tram 58, parce que je ne savais pas lire, mais je savais déjà compter. 5, 8 en rouge. Nous n'avions pas beaucoup de bagages, une grande valise et un grand sac. Et quand je demandais à ma mère ce qu'il y avait dans le sac, toujours elle me répondait « c'est notre vache ». Longtemps après, elle m'a expliqué que mon père avait vendu notre unique vache pour s'acheter une couverture en laine, parce que là où on va, même en été, il fait encore plus froid qu'en hiver chez nous. À traversée de Bruxelles, nous arrivons dans un petit village, Stationlei Vilvoorde, une maison de coin juste en face de la gare. Un rez-de-chaussée, 3 étages, des mansardes qui donnent sur la rue, et au rez-de-chaussée un café. Et dans les escaliers, jusqu'au grenier, une odeur que je ne connaissais pas, une odeur de bière et de tabac froid. Nous grimpons, nous arrivons au 3e étage. Mon père fouille dans sa poche, il sort une clé, il la glisse dans la serrure. La porte s'ouvre sur une petite pièce, une seule, minuscule, haute comme un arbre naissant. Et dans cette pièce, une femme magnifique, avec des cheveux d'un noir intense et des yeux d'un noir encore plus intense. Je me souviens encore aujourd'hui très précisément de la gêne de mon père et de sa surprise. Et je me souviens très précisément du désarroi de la femme aux yeux magnifiques. Il me semblait être dans une atmosphère cotonneuse, comme dans un rêve. Tout me semblait se dérouler au ralenti. Elle a regardé mon père longtemps, et puis elle s'est détournée, elle m'a regardé. Elle a plongé ses yeux, ses magnifiques yeux noirs dans les miens, et moi j'ai compris. Elle me parlait, et j'ai tout compris. Parce que les enfants de 5 ans, c'est comme les grands-mères, ça comprend tout. Et puis ça a duré ce que ça a duré. La vie a repris son cours, et ma mère a repris son territoire. Violence des gestes, violence des mots, des vêtements qui ont valsé dans les escaliers, et la femme magnifique a disparu dans l'escalier. Mais avant de disparaître complètement, elle a regardé mon père, elle ne l'a pas quitté des yeux. Elle était magnifique, un port royal. Je ne l'ai jamais revue. Mon père, lui, n'a rien dit. Il est entré, il s'est installé face à la fenêtre, et il a regardé la gare, et moi, tout de suite, m'est venue une question d'enfant de 5 ans. Entend-il les trains qui passent sans s'arrêter? Question d'enfant, sans réponse. Ensuite, j'ai pris une chaise, je l'ai tirée, je me suis installé juste derrière lui. S'il avait fait un pas en arrière, s'il avait reculé d'un pas, il aurait pu s'asseoir sur mes genoux. Et je lui aurais dit, mais c'est pas grave, papa. C'est pas grave, tu sais. Mais il est resté là. Et moi, je me demandais, mais que fait-il? Fait-il le bilan d'une vie? Regrette-t-il? Ou bien peut-être cherche-t-il une place? C'est ça. Il cherche une place. J'avais 5 ans, mais j'étais sûr
que ma mère et moi nous étions venus perturber un fragile équilibre qu'il s'était créé pendant ces longues années de solitude. Il faut beaucoup d'amour à un petit garçon de 5 ans pour accepter un père lâche et une mère méchante. Mais elle n'est pas méchante, la mère. Elle est seule, elle se retrouve seule, dans cette pièce basse de plafond tellement. Elle se retrouve seule parce que son mari s'en va au travail et son fils va apprendre la langue de l'autre tribu, comme elle dit. Et pendant que son fils apprend la langue de l'autre tribu, elle, surtout, elle veut retenir la sienne de langue. Elle soupèse les mots, elle joue avec, elle les sépare, elle les assemble, et puis elle les psalmodie, elle les chante. Surtout, ne pas oublier leur goût. L'enfant revient chargé d'autres mots que les mots de sa mère. Il arrive sur le seuil de la porte, il regarde sa mère, et dans son regard, il lit l'attente et la proximité de la parole. Et l'enfant, je vous ai dit, les enfants de 5 ans, c'est comme les grands-mères. L'enfant, il décide de laisser les mots appris ailleurs sur le seuil de la porte. Mais la mère, elle dit non, non. Et elle les fait entrer, les mots, de l'autre tribu. Et elle les assemble, et elle joue avec les mots. Même chez Askan, Mosh Kanas, le chat. Lou chat. Moi, dis lou chat. Le chat. Lou chat. Dis lou chat. Le chat. يمين داش النيخ لو شا رجع في فونست تسمى جسقاني فونست في فونست قناس لا vache. لا باش وتجي لا باش الفا ميا لا vache لا باش رجع من حاجه ناني تسمى جسقان وش تسمى جسقاني وش قناس لو لو وش لولو اي ما وتجي لولو لولو اي ما يداش نيخ لولو 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 سمي جلس قاني إير قانس لو كوشون لو كوشون لا حرام لو كوشون لا et puis elle éclate de rire. Elle prend son petit garçon, elle le met sur ses genoux. Elle lui donne une tranche de pain imbibée d'huile d'olive et saupoudrée de sucre fin. Le petit mange et il attend, il sait que quelque chose va se passer. Et la mère attend aussi. Comment raconter le lieu de sa naissance à un petit garçon qui n'en a gardé que de fragiles souvenirs peut-être? Donc elle hésite, elle ne sait pas comment faire. Elle attend. L'enfant, comme la grand-mère, il comprend tout. Il plonge son regard dans les yeux de la mère, il lui fait un grand sourire et c'est le signe qu'elle attendait. Alors elle se met à parler. Mon fils, c'est un petit village blanc, un petit village unique au monde. Il est collé au flanc de la montagne, caché loin de la grande histoire qui se passe de l'autre côté de la mer, dans les bureaux de la grande Europe. Tu sais, mon fils, nous, quand on dit de l'autre côté de la mer, ce qu'on dit c'est de l'autre côté du miroir, parce que nous savons que ceux qui sont sur l'autre rive sont notre miroir, mais eux, ils ne savent pas que nous sommes le leur, mais ça viendra, mon fils, ça viendra. Dans ce petit village dont je te parle, il y a une petite maison, et dans cette petite maison de terre séchée, il y a une pièce haute, rectangulaire, étroite. Mon fils, dans cette pièce, il y a, j'allais dire une femme, non, une jeune femme, toute jeune, à peine pubère. Elle est assise à même le sol, elle a les jambes écartées, dans sa longue robe, et elle gémit. Elle est prête à mettre au monde, mon fils. Autour d'elle, il y a sa mère, ses sœurs, ses cousines, ses tantes. Et il y a aussi, je vais te parler d'elle, Yamna l'aveugle, c'est la sage-femme. On dit d'elle, mon fils, qu'elle a mis au monde toute la tribu, que ses mains ont été les premières à caresser les garçons et les filles de notre tribu. Elle est immense, grande, forte, belle à faire pâlir le ciel. On dit d'elle qu'elle toise le ciel. On dit d'elle même qu'elle toise Allah lui-même. Elle a une grande corde autour de la taille. Elle la déroule, elle la dépose au sol et elle compte les nœuds sur la corde de chanvre. 40. Puis elle s'approche des nœuds et elle parle et on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle donne des ordres, donne des conseils, nul ne le sait. Ensuite, elle prend un bout de la corde
Elle empile des coussins, elle monte sur cette échelle improvisée, elle arrive à la poutre faîtière et centrale de la pièce, elle fait un nœud, elle redescend, elle prend l'autre bout de la corde et elle le glisse dans les mains de la mère. Et la mère comprend tout de suite, mon fils. Prend le bout de la corde, elle le glisse elle-même dans les mains de la jeune femme. Et la jeune femme, de toutes ses forces, elle tire, elle tire, et elle tire, et elle tire sur la corde, les jambes écartées, et elle attend, et elle gémit, et elle pleure. Ces gémissements sont accompagnés par légères mélodies. Au dehors, les enfants ont cessé leur jeu. Ils se sont installés face à la porte en tailleur et ils attendent. Le silence se fait sur cette terre. De loin en loin, on entend les aboiements de chiens et les bergers de l'autre côté de la colline. À peine. Le père, mon fils, il est au champ. Les hommes, c'est comme ça. Il a l'impression que l'attente sera moins longue, moins pénible. Il a une serpe en main et il plonge dans le champ de blé. On dirait que c'est un noyé dans le champ de blé. Il plonge, il coupe et puis il réapparaît. Il plonge, il coupe et puis il réapparaît. Et de temps en temps, il s'immobilise, il écoute. De la petite maison, un cri, un you-you, un appel peut-être viendront l'arracher à son labeur et à ce moment-là, il se mettra à courir à travers les chardons, la poussière, les broussailles. Il arrivera chez lui, il prendra son nouveau-né, son premier-né et il l'offrira jusqu'au ciel. Ensuite, il embrassera sa femme et puis il retournera travailler au champ. C'est seulement le soir qu'il invitera ses frères, ses cousins, ses amis à le rejoindre dans les vergers. Et là, pendant toute la nuit, ils boiront, ils mangeront, ils chanteront, ils danseront. Et lui, pour la première fois, il parlera du chemin semé d'étoiles qui attend son fils. Pour la première fois, il se laissera aller à ses rêves. La jeune femme, elle, mon fils, n'a pas de ces rêves-là. Elle se tord de douleur, elle gémit, elle pleure. Et quand, à son dernier gémissement, s'accompagne le premier cri de l'enfant, la vieille aveugle accompagne de la main gauche le petit jusque dans sa main droite. Elle le regarde, puis elle le dépose, et elle le toise. Allez, pleure. Pleure, tu sais pas ce qui t'attend. Puis se penche sur lui, elle le regarde encore, et puis elle regarde la mère, son regard vide. Ensuite, elle l'emmaillote comme une momie. Elle le frotte énergiquement, elle le prend dans les bras. Elle prend 2 gouttes de jus de citron vert dans les yeux. Oui, je sais, ça fait mal, mon fils. C'est pour que tu aies le regard clair. Jus de citron vert en bouche. Oui, je sais, c'est mauvais. Hein, oui, je sais. C'est pour que tu aies une belle voix, mon fils. Ensuite, elle trempe son doigt dans un verre de lait. Elle suit les contours du visage du petit. C'est pour que tu aies le teint blanc et le cœur blanc, mon fils. C'est comme ça que je suis né. C'est pas rien, hein? C'est ce qu'on m'a raconté. 7 jours plus tard, mon père a tué un bélier et on m'a donné un prénom. Non, parce qu'un prénom, c'est important, vous le savez. Surtout les prénoms de filles. Parce qu'un prénom de femme, c'est comme une sphère. C'est comme un monde. C'est une boule. Une planète. Et si je vous dis ça, c'est parce que depuis l'âge de 5 ans, dans ma tête, il y a une planète qui ne cesse pas de tourner. Et cette planète s'appelle Timouche. Timouche. Elle était magnifique. J'avais 5 ans, elle en avait 7. Elle était la plus belle de toutes les femmes du monde. Nous étions tous les deux, nous avions l'habitude de nous retrouver sur un petit muret, près de la meule à olives. Et pendant que la route tournait inlassablement, moi je la regardais. Et dans les mains, j'avais une friandise, une tranche de pain imbibée d'huile d'olive et saupoudrée de sucre fin. Je ne regardais pas la friandise. Je la regardais elle. Mais elle regardait mes mains. Et ça finissait toujours par le voyage de la friandise de mes mains jusque dans sa bouche. Bah oui, c'est comme ça.
Il y en a toujours une, vous vous dites, c'est elle, et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas si c'est parce qu'elle est fragile, petite, menue, ou parce qu'elle est forte. Vous ne savez pas et vous ne pouvez pas le savoir, parce que c'est son secret à elle. Et moi, c'était elle, Timouche. J'en étais sûr. C'était la femme de ma vie. Et je passais mon temps à la regarder. Je vous ai dit, un bateau sans nom m'a emporté loin de l'autre côté de la mer, et je ne l'ai plus jamais revu. Et on m'a raconté son histoire. On m'a dit qu'après mon départ, elle s'installait dans la mosquée, dans la grande pièce rectangulaire chaulée de bleu, où les enfants apprennent le Coran sous la contrainte. Mais elle, de Coran, elle ne voulait pas en entendre parler. Elle, ce qu'elle faisait, c'était rire de son rire tonitruant, et ce qu'elle faisait, c'était chanter des chants d'amour où seuls comptent les baisers des amants. Notre homme de religion, Si Mohammed, était en rage devant ce mépris affiché pour le Verbe divin. Il avait peur, et sa peur le rendait en colère. « Venez, vous, écoutez-moi! Cette fille est possédée par le démon. Seul un exorcisme pourra la sauver, et avec elle toute la tribu. » On m'a raconté que 4 hommes parmi les plus forts de la tribu ont porté la petite jusque devant Si Mohammed. Elle était nue, couchée sur le dos, attachée comme on fait ici avec les chèvres. Si Mohammed l'a regardée dans les yeux, elle a soutenu son regard. Et même, elle a souri. Et même, elle a ri. L'homme de religion est devenu comme fou. Il a pris sa plume de roseau la plus acérée. Il l'a trempée dans l'encre sacrée. Et il a commencé à graver le Verbe divin sur le corps de la petite. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وعليهم الضالين آمين. Il s'est levé, il l'a regardé une dernière fois. Il est sorti. On m'a raconté que Timouche s'est défait de ses liens, qu'elle a marché lentement, le sourire aux lèvres, qu'elle est montée sur la terrasse de la mosquée et qu'elle s'est jetée tête la première dans le puits. Quand les gens sont revenus de leur surprise, ils ont eu juste le temps d'entendre un chant et de voir une perdrix s'élever et s'envoler dans les airs. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء. Mon père avait l'habitude de me tenir par la main et de serrer ma main jusqu'à me faire mal, mais moi j'aimais ça. J'avais l'impression que je le sentais pour la première fois. Et de temps en temps, il me faisait un clin d'œil. C'était sa manière à lui de me sourire parce que c'est un homme qui ne souriait jamais. Enfin, je l'ai vu sourire une seule fois, et cette fois-là, j'aurais préféré qu'il pleure. C'était un samedi matin. Il s'était réveillé en retard pour aller au boulot et il a couru pour rejoindre son poste à l'heure. Et quand je me suis réveillé, ma mère m'a donné son sac, elle m'a dit « Tiens, c'est son repas de midi, va le lui porter ». Et je suis arrivé sur un chantier métallurgique
bruit de ferraille, des cris d'hommes, ouvriers. Et j'ai vu mon père de loin. Il faisait un froid glacial, c'était en hiver. De loin, j'ai vu mon père, il était de dos. Et au moment où j'allais m'approcher de lui, j'ai vu un homme. Dans mon souvenir, c'était un géant. Un homme s'approchait de mon père, le regardait dans les yeux, et puis pointait son doigt vers le visage de mon père. J'avais l'impression que le doigt de cet homme entrait dans l'œil de mon père. Et il a commencé à crier, « C'est toujours la même chose avec vous. On ne peut pas vous faire confiance. Des menteurs, des fainéants. 100 ans de colonisation n'ont rien changé. » Et puis je l'ai vu partir. Et mon père, il a souri. Un sourire tellement dérisoire, tellement fragile. Moi, j'en ai pleuré. Ensuite, je me suis approché de lui, je l'ai vu s'éloigner, s'approcher d'un feu de bois pour réchauffer ses mains engourdies. Je suis venu dans son dos, j'ai déposé son sac à terre, je lui ai pris la main, je l'ai serré de toutes mes forces, comme il avait l'habitude de faire. Je l'ai regardé, et il souriait toujours. Et pendant de longues minutes, je n'ai pas arrêté de lui dire « Arrête de sourire, papa. Arrête, s'il te plaît, arrête. » Il a fini par arrêter, il s'est installé, assis sur un rondin de bois, il m'a pris sur ses genoux, et il a commencé à parler. « Venez, venez mes frères, venez vous qui savez parler, vous qui savez vous faire entendre, vous qui avez du courage, venez voir le camion qui emporte nos fils. » Voilà ce que ta grand-mère a dit lorsqu'ils sont venus nous chercher pour nous promettre le paradis. Ils étaient trois hommes, habillés de blanc, pour bien nous montrer qu'ils étaient blancs et que nous ne l'étions pas. Ils nous ont regardés et nous, mon fils, nous étions jeunes, nous étions forts, nous étions fringants. Nous n'avions envie que d'une seule chose, quitter cette terre de misère. Et eux, ils en ont profité. Ils ont tâté nos muscles, comme on fait ici avec les animaux. Ils nous ont ouvert la bouche pour vérifier notre dentition. Ensuite, ils nous ont fait monter dans un camion bâché pour nous emmener au bateau. Et sur le chemin, j'ai entendu ta grand-mère une dernière fois crier « Regardez ce camion qui emporte nos fils !» Ta mère n'a rien dit. Mais elle a continué à me regarder et moi, je n'ai pas pu la quitter du regard jusqu'à ce que la poussière de la piste me la cache. Ensuite, ils nous ont fait monter dans un bateau que nous ne connaissions pas. Ils nous ont fait débarquer dans des terres que nous ne connaissions pas. Ils nous ont fait marcher dans des villes que nous ne connaissions pas. Ils nous ont fait entrer dans des trous à rats que nous ne connaissions pas. Et pendant tout ce temps, mon fils, tu as été la principale raison, ma principale raison, pour continuer à accepter d'être un homme à tout faire, un homme à tout nettoyer, un manœuvre, un homme qui dit merci à la main qui frappe. Merci monsieur, merci madame, merci, merci, merci. Mais toi, mon fils, toi aujourd'hui, tu vas me faire ce serment. Répète après moi. Jamais je n'accepterai de courber la tête. Courber la tête, je sais ce que c'est. J'ai vu mon père courber la tête. Répète. Jamais je n'accepterai de tendre la main. Tendre la main, je sais ce que c'est. J'ai vu mon père mendier dans son propre pays. Allez, mon fils, vas-y, s'il te plaît, répète. Et moi, j'ai répété. Jamais je n'accepterai de tendre la main. Tendre la main, je sais ce que c'est. J'ai vu mon père mendier dans son propre pays. Jamais je n'accepterai de courber la tête. Courber la tête, je sais ce que c'est. J'ai vu mon père courber les chines, baisser la tête et se taire. Jamais. Jamais. C'était au mois de mars, je descendais la rue des Renards, je revenais de la morgue de l'hôpital Saint-Pierre. Mon père avait choisi de partir. Et je me souviens très précisément de cette chambre froide,
de ce carrelage cacadois. Nous étions 4. 3 amis de mon père et moi. Et mon père étendu sur un drap blanc, nu, au sol. J'avais l'impression d'être dans un rêve, une atmosphère cotonneuse. Un des 3 hommes de religion improvisée, s'est mis à ânonner les versets du Coran. Sa voix criarde m'énervait, mais j'ai ravalé mes larmes, j'ai attendu que ça passe. Et je me disais, quelque chose doit se passer, quelque chose doit se passer. Rien. À un moment donné, l'homme de religion improvisée m'a fait signe de la tête, il m'a montré un seau d'eau, et il m'a invité à laver le corps de mon père. J'ai pris le seau, je me suis approché, j'ai plongé mes mains dans l'eau, elle était glaciale, et j'ai caressé plus que je n'ai lavé le corps de mon père. C'est étrange pour un gamin de 17 ans de laver le corps de son propre père. Et là aussi, je me disais, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. Les 3 hommes sont partis, je suis resté seul avec mon père, et là, je me dis, maintenant, quelque chose doit arriver. Rien. Juste la lassitude du corps. J'ai cherché une chaise pour m'asseoir, il n'y en avait pas. Alors je me suis mis à genoux devant le corps de mon père, je l'ai regardé, et je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la seule chose qui m'est venue. C'était son geste familier. J'ai pris ma main et je l'ai posée sur sa joue droite. Ça ne l'a pas réveillé. Un homme est entré dans la pièce. C'est bon, vous pouvez y aller, nous allons nous occuper du reste. Et nous occuper du reste, c'est embaumer le corps, le mettre dans une boîte et l'expédier au pays. Oui, mon père fait partie de ces générations d'hommes qui sont venus offrir leur jeunesse, leur force à ce pays et qui n'ont pas eu droit à une sépulture ici, parce que pas de cimetière musulman. C'est probablement la seule chose que je ne pardonnerai jamais à ce pays. Je suis parti. Dans la rue des Renards, il y avait une fenêtre ouverte et j'entendais une chanson, Alain Delorme, des années 70, chanteur populaire. Et la chanson faisait « On dit souvent que loin des yeux, l'on est aussi loin du cœur, mais si tu m'aimes comme je t'aime, n'aie pas peur. » Des choses qui ne s'inventent pas. J'ai marché, je me suis installé à une terrasse de café, j'ai pris un café, et puis au moment de payer, j'ai pris mon portefeuille. Et dans mon portefeuille, je suis tombé sur une photo jaunie, vieillie, fatiguée par le temps, d'avoir longtemps séjourné entre un permis de travail et un permis de séjour. C'est la photo d'un enfant triste, d'un petit garçon dans un costume trop large. Un petit garçon que l'absence d'un père a marqué. En regardant cette photo, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai été tellement triste sur cette photo ? Parce que je suis persuadé que c'est cette photo qui a fait que mon père est venu nous chercher pour nous emmener ici. Et aujourd'hui encore, je me dis, si j'avais été un tout petit peu plus souriant sur la photo, ma vie en aurait été changée. Et celle de mon père. Qui sait ?